l'entrepreneuriat classique ne te convenait pas vraiment. Déjà, je peux pas avoir des horaires fixes. Venez, on change complètement le modèle de la réunion. Il y a 3 facteurs, on va dire, de la bipolarité qui fait que tu peux devenir potentiellement une personne bipolaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oh, mais c'est horrible, t'as un malade mental, tu vas finir à l'hôpital. Être lunatique, c'est la même chose qu'être bipolaire. Tu dirais que tu fais tout ça pourquoi ? Je lance un grand projet qui a pour but de sensibiliser 10 millions de Français. Je vais faire le tour de France d'une bipolaire où pendant 10 jours, je vais faire tout le tour en m'invitant dans les voitures et dans les maisons. Et avec comme première phrase, je suis bipolaire, tu m'invites. Ou je suis malade mentale, tu m'invites. Je vais tester les deux. Je pense qu'il y en a un, je vais plus me prendre des noms. Avant de commencer, on va vous inviter à vous abonner parce que c'est grâce à vous si ce podcast existe. Et en échange, parce que c'est du donnant-donnant, nous, on vous fait un petit cadeau. On va vous proposer des contenus d'encore meilleure qualité avec des invités toujours aussi inspirants. À 23 ans, Léa monte une marque de coworking en Côte d'Ivoire. Elle enchaîne les postes à responsabilité, coach pour dirigeants, directrice commerciale, associée dans une agence marketing. Mais aucun de ces modèles ne lui ressemble. Alors, elle part, elle frôle la mort et quelque chose bascule. Pendant 7 ans, elle traverse des errances médicales jusqu'à diagnostic à ses 30 ans. Elle est bipolaire. Mais plutôt que de fuir, elle choisit de transformer cette réalité en force. Elle plonge à 40 mètres en apnée, grimpe à plus de 7000 mètres d'altitude, elle traverse l'Europe avec 1 euro et j'en passe. Aujourd'hui, elle déstigmatise, elle raconte, elle incarne une parole libre sur la santé mentale parce qu'au-delà de la bipolarité, Léa est avant tout une exploratrice, une aventurière de l'extrême, une entrepreneuse moderne et une femme qui inspire. Et dans cet épisode, elle va nous raconter sans filtre toute sa vie et son futur gros projet. Alors Léa, quelle est la phase de ta vie qui t'a le plus transformée pour t'amener à qui tu es aujourd'hui ? Un élément déclencheur ? Je pense que le plus gros élément déclencheur pour moi, c'était il y a 2 ans. Donc comme tu l'as dit, pendant 7 ans, j'ai une vie de haut, de bas, j'ai fait plein de choses, j'ai monté des boîtes ou développé des boîtes et c'était très mouvementé. Et en fait, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est que j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie tout d'un coup. Et ça a été très dur, mais en même temps, ça m'a amené à faire, tu vois, un revirement complètement de vie. Donc voilà, il y a 2 ans, mon père, il s'écroule par terre et il meurt d'une crise cardiaque, voilà. Alors qu'il n'était pas malade ou autre. Dans le mois qui suit, je perds mon job, parce que je suis associée avec 2 autres personnes qui veulent plus être associées avec moi. Et je tombe en dépression et je perds mon logement. Parce que ma coloc voulait être avec son copain. Et donc, voilà, tu te dis, bon, tu perds quand même vraiment tous tes repères, quoi. T'as plus de papa, plus de boulot, plus de logement. Et ça a été très, très dur. Et en même temps, je me dis, ça a été l'élément vraiment déclencheur d'une autre vie, quoi. Alors du coup, on y reviendra à toutes ces épreuves. Mais alors du coup, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui t'a un peu donné le goût justement de l'exploration ? Parce qu'on va apprendre à te connaître dans cet épisode, mais qu'est-ce qui t'a donné un peu le goût de tout ça, du voyage, de l'exploration ? Écoute, quand j'étais petite, mes anniversaires, c'était toujours des chasses au trésor. Voilà, c'était vraiment le truc que j'aimais. C'était organiser des chasses au trésor, faire des trucs dans la nature. Donc, voilà. Et après, moi, mes parents, tous les ans, on partait en vacances et on n'allait jamais dans des grands hôtels. On n'allait jamais à un endroit pour y rester. C'était toujours un pays ou une région et on était en voiture et c'était de l'itinérance. Et du coup, je n'ai connu que le voyage sous cette manière-là, tu vois. Donc moi, je pensais que tout le monde faisait ça et j'ai découvert après que c'est pas le cas. Et donc, ça a vraiment donné, tu vois, mon amour pour l'itinérance. Et y compris le côté matérialiste que tes parents, tu me disais, n'avaient pas du tout. Ah oui, étaient à fond. Oui, complètement. Moi, mes parents, vraiment, ils s'achetaient peut-être une fois, tu vois, un habit par an. Ouais. Pareil, tu vois, mon appart, vraiment, genre, on a les mêmes meubles qu'à ma naissance, tu vois. Genre, vraiment, mais ça n'a pas bougé. Par contre, ils mettaient de l'argent dans le fait de faire, tu vois, des voyages de ouf, quoi. Parce qu'en fait, t'es en itinérance, faut quand même louer une voiture, à chaque fois, tu vois, dormir à un endroit. Et donc, en fait, ils mettaient presque tout leur argent dans ça et dans le fait de bien manger. Et qu'est-ce que t'aimais dans ce type de voyage ? Qu'est-ce que j'aimais ? Eh ben, écoute, tu sais que je pense que je me suis pas mal plaint
de ce type de voyage-là parce que quand mes amis elles revenaient de voyage, elles me disaient ah ouais, je sais pas, j'étais au Club Med ou au camping, je me suis fait plein de potes et tout. Moi, j'étais tout le temps seule. Donc, je pouvais pas me faire de potes, tu vois, jeunes et tout. Par contre, j'adorais les rencontres. Ça, je me souviens parce que j'écrivais même dans mon carnet les gens que je rencontrais, voilà, leurs histoires et tout. Donc, j'adorais ça. Et j'adorais aussi découvrir à chaque fois les lieux dans lesquels on allait parce que mes parents, ils choisissaient plutôt, tu vois, des gîtes ou des bed and breakfast où on était un peu chez les gens, tu vois. Et je pense à... Maintenant, j'adore aller chez les gens. Tu vois. Vraiment, j'adore. Squat. Et est-ce qu'à cette période-là, tu avais déjà un peu des petits signaux qui disaient peut-être que ce qui allait amener vers ta bipolarité ou Non. pas forcément? Non. On avait vraiment zéro. Et du coup, qu'est-ce qui a donc déclenché tu me parles d'un voyage en Équateur. Ouais. En fait, ouais, quand je suis enfant, etc., enfin, vraiment, il n'y a pas, tu vois, de signaux. Adolescence, je commence à devenir quand même quelqu'un d'un petit peu extrême dans le sens où on m'a pas expliqué qu'il fallait faire attention avec l'alcool, tu vois. Et donc, je bois beaucoup d'alcool à outrance. C'est-à-dire les blackouts, tu vois, les réveils, tu te souviens de rien. T'es là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quoi, j'ai chopé ce mec? Enfin, voilà. Donc, il y avait un peu ce côté-là, un peu extrême. Mais ça allait, j'étais quand même quelqu'un de très stable, tu vois, j'étais toujours première de la classe, j'ai fait mon master finance à Dauphine, j'étais major, donc il fallait quand même une sacrée stabilité, tu vois, parce que les gens bossaient vraiment de fou. Et puis en fait, à la fin de mon master finance, j'ai décidé de partir sur un coup de tête. Je pense qu'à ce moment-là, je me disais, ma vie est trop parfaite, trop ordonnée. J'avais tout parfait, un petit copain parfait, mes bonnes notes, tout. Et donc, j'ai décidé de partir en Équateur sur les traces d'un explorateur. Lequel? Philippe Esnos, qui a écrit des livres. Donc, j'ai lu ses livres et j'ai voulu suivre ses traces et retrouver des tombes de chefs de tribus Inca où il avait donné des indications sur où est-ce que c'était. Et du coup, moi, je me suis dit, mais bien sûr, mais moi, je vais les trouver, quoi. et du coup, voilà, je suis partie. On va dire que je pense qu'à ce moment-là, il y avait peut-être quand même quelques petits signaux, tu vois. Mais après ça, là, ma vie, c'est le bazar monumental, quoi. Ça a été vraiment le déclencheur d'énormes variations, d'humeur, d'énergie, d'estime de moi, etc. Parce que alors du coup, t'es partie pas toute seule pendant ce voyage-là. Ouais, tu peux nous en dire un peu plus? Je suis partie avec un camarade de classe et qui avait aussi lu du coup ces livres-là et j'ai réussi à le convaincre. Et je sais pas comment vraiment parce qu'il avait aucune envie d'y aller et j'ai réussi à le convaincre et on est parti. Voilà. On a pris notre avion et puis je suis allée chez Decathlon, j'ai acheté des bottes, GPS, enfin voilà quoi, genre n'importe quoi. Tu savais t'en servir? Non, non. Ah non, mais les gars, c'est surtout que je suis partie en Équateur, mais avant ça, je n'avais jamais marché. Même une randonnée dans les Pyrénées? Non, jamais. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, la montagne, c'était le ski étudiant, tu bois à outrance et tu skis 2 heures par jour, tu vois. C'était ça pour moi, la montagne. J'étais jamais allée dans la montagne en plein été et tout. Mes parents, c'était pas des sportifs du tout. Pas du tout. Donc, non, je connaissais rien. On était allé s'entraîner 2-3 jours dans la montagne. C'est quand même à ce moment-là où j'ai eu le déclic. J'ai dit, la montagne, c'est quand même vraiment génial. Et puis, 3 semaines après, on était parti en Équateur. Et bien sûr, dans des conditions pas du tout préparées. Et donc, on s'est retrouvés dans la galère de fou, quoi. Il s'est passé quoi? En fait, déjà on a eu énormément de mal à avancer parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on savait pas utiliser genre la boussole, le GPS et tout. Donc les 2 premiers jours, on tournait en rond. Genre, t'arrivais le soir, on était là, on connaît. On est au même endroit. Parce qu'en fait, t'as pas de chemin. En fait, il faut imaginer, c'est vraiment le lieu, c'est de la jungle et de la montagne. Donc, du coup, tu montes, tu descends, mais t'es complètement dans la jungle. Vu que t'as pas de chemin. Du coup, t'es avec ta machette et tu t'essayes de te faire... Mais en fait, vu que t'as des arbres devant toi, en fait, tu vas les contourner. Et quand tu les contournes, tu te rends pas compte qu'en fait, t'es en train de te décaler toujours un petit peu. Et puis, un petit peu. J'ai appris après
que du coup, ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours réfléchir à contourner par la droite, puis par la gauche, puis par la droite, puis par la gauche, tu vois. Comme ça te permet d'avancer à peu près droit, quoi. Bon, ce qu'on ne savait pas du tout. Bonne technique. Et donc voilà, donc déjà les premiers jours, enfin voilà, comique. La tante qui fuyait, donc on se tape la pluie, on se prend toute l'eau sur la gueule. Enfin vraiment comique. Et sauf qu'on a quand même pas mal continué jusqu'à un moment où on s'est retrouvé sous un très gros orage. Voilà, dans la jungle avec les arbres qui tombaient et là pendant plusieurs jours on est resté dans la tente, on a prié que les arbres tombent pas sur nous et puis au bout d'un moment on n'avait plus à manger, plus rien, et donc là à ce moment-là j'ai vraiment cru que j'allais mourir. On s'est dit adieu, on s'est dit bon bah voilà, c'est fini pour nous quoi. Tu sais, t'es dans la nuit, je commence à avoir des hallucinations, donc j'entendais des gens qui me parlaient et tout, et voilà. Et donc, c'est ça, maintenant, j'en suis sûre, qui a déclenché ma bipolarité. Parce que après cet événement-là, waouh, on était sur du bon YOLO, là. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, expérience complètement traumatisante. Ouais, expérience. Alors après, c'est aussi, je pense, l'expérience qui m'a montré que, tu vois, j'étais capable d'aller au-delà de mes limites, tu vois. Je pense que, tu vois, c'est l'expérience à double tranchant. Je pense qu'elle a changé ma vie dans le bon sens du terme et dans le pire aussi, tu vois. Et tu parlais d'estime de toi. L'estime de toi ou peut-être la confiance en toi, elle a monté à ce moment-là ou non même Ouais, carrément. À ce moment-là, je me disais, vas-y, je suis capable, etc. Bon, j'ai pas réussi à bien m'écouter parce que là, je suis vraiment allée trop loin. Mais après ça, j'étais toujours vivante. Je rentre chez moi et tout. Je suis traumatisée, clairement. Genre, dès qu'on me demande d'en parler, je suis au bout de ma vie. Mais je me dis, t'es quand même capable de choses hors du commun, quand même. Enfin, en tout cas, hors du commun, qui diffèrent, quoi, de travailler et de préparer ses cours de finance, quoi. Et donc, c'est ça qui a créé, du coup, le début de ta bipolarité. Est-ce que déjà, tu peux nous donner un peu ta propre définition de la bipolarité pour qu'on comprenne bien? Bipolarité, donc c'est variation extrême de l'humeur. Donc, attention, humeur ne veut pas dire méchant, gentil. Genre, il y a plein de gens, ils me disent « Ah ouais, t'es bipolaire, parfois t'es gentil, parfois t'es méchante. » Mais non, pas du tout, tu sais, genre, ils imaginent, tu sais. Donc c'est humeur. Donc humeur, c'est soit t'es trop heureux, tu vois tout rose, tout est incroyable et tout. Soit le pendant négatif de l'humeur, c'est pas t'es méchant ou t'es en colère, c'est t'es déprimé, t'es en dépression profonde, quoi. Et moi, dans mon cas, avec beaucoup d'envie suicidaire. Variation extrême de l'humeur, de l'énergie. Donc, tu vas avoir énormément d'énergie, pas besoin de dormir. T'as besoin de dormir en continu. Et avec ça, tu vas avoir aussi l'énergie, l'activité cérébrale. En haut, tu as ton cerveau qui tourne à 1000 à l'heure et ça va très très vite. En bas, t'es teubé, quoi. Ouais. Bah, justement, et estime aussi. Estime de soi aussi. Qui a un impact en haut, très haut. moi vraiment, j'ai très puissante. Mais les gars, c'est girl boss. Ah non, c'est pas ça. Moi, je pensais que j'étais Jésus. Mais c'est-à-dire... Tu marchais sur l'eau? Bah, j'ai essayé, j'ai coulé. mais je le pensais vraiment, quoi. J'étais là en mode, bon, c'est pas possible. Je pense que j'ai été mise sur cette terre pour quelque chose de plus grand. Enfin, vu quand même tout ce que j'ai souffert parce que je voyais qu'au fur et à mesure de mes crises, je me tapais quand même des dépressions. Donc j'étais là en mode, mais en fait, je suis là pour souffrir et pour apporter la bonne parole. Et voilà, bon, ça part vraiment en couille. Et donc j'avais vraiment ce truc-là. Donc vraiment de estime de moi, mais monumentale, mais qui apporte dans le milieu entrepreneurial quand même des choses. Parce que du coup, t'as peur de rien. Donc tu fonces. Et par contre, en bas, quand t'es en bas, ton estime de toi, il y en a plus, quoi. C'est vraiment, mais t'es la pire des merdes, t'es capable de rien, t'es nul à chier. Et puis en fait, pourquoi tu vis, tu vois? Voilà. Et ce qui était intéressant, ce que tu me disais aussi au téléphone, c'est que du coup, il y a 3 facteurs, on va dire, de la bipolarité qui fait que tu peux devenir potentiellement une personne bipolaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc les 3 facteurs, c'est premier génétique. Alors ça peut sauter des générations, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste dans les gènes. Après, qui se déclenche ou pas. Mais voilà. Ensuite, prise de substances, fumer de la marijuana. Alors, pas à outrance, hein. Moi, j'ai plein de personnes que j'ai rencontrées, ils ont fumé un joint et ça a déclenché leur bipolarité. Ouais. Donc, c'est chaud. Prise de substances comme l'alcool, dans mon cas, par exemple. Beaucoup d'alcool va aller amener ton corps à vouloir revivre ces extrêmes. Et troisième, un trauma.
Et pareil, en fait, c'est de faire vivre à ton corps quelque chose de tellement extrême qu'il va y avoir un truc qui va se déréguler dans ton corps, qui va faire qu'il va aller que dans les extrêmes après. Et moi, dans mon cas, je cumule les trois. Ouais, alors, Voilà. Ah ouais, pourquoi? Au Parce moins, que génétique, t'as quoi? Génétique, en fait, le père de ma mère et la mère de mon père, ils n'étaient pas diagnostiqués bipolaires, mais ils connaissaient très bien les hôpitaux psychiatriques, tu vois. Ah, ok. Et ils y travaillaient pas. Donc ouais. Tu parlais de mythes sur la bipolarité. Ouais. Si ça te va, on va faire un petit jeu Vas-y. qui est un vrai faux. On va te poser des questions et tu dois répondre juste par vrai ou par faux. Si tu veux, t'as le droit à un joker. Ok. Vas-y, commence. L'alcool peut déclencher une bipolarité. On peut tous être atteints de bipolarité. Oui. La bipolarité, c'est avoir deux personnalités différentes. Non. Les personnes bipolaires sont souvent violentes. Non. Si nos parents sont bipolaires, on le sera aussi. Non. Les personnes bipolaires sont trop instables pour être en couple. Non. Il faut plusieurs années pour diagnostiquer la bipolarité. Oui. La bipolarité peut apparaître après une grossesse. J'en sais rien. Joker. Joker. Les épisodes bipolaires durent quelques minutes. Non, pas du tout. Être lunatique, c'est la même chose qu'être bipolaire. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est un sacré débat à Ouais. chaque fois. Les gens, moi, je vois dans la rue, même dans la vie de tous les jours, tu sais, donc il y a la stigmatisation en mode, cette personne-là, elle est bipolaire et tout. Et Ouais. ils confondent avec sûrement aussi. Ils disent, les lunatiques, elle est bipolaire. Mmh. C'est fou quand même, je trouve. Ouais, dans le milieu dans le milieu des maladies mentales, il y a un gros souci parce que d'un côté, il y a une banalisation, tu vois, en disant, là, lui, il est bipolaire, etc. Alors que c'est juste que la personne, tu vois, elle est un peu lunatique. Donc c'est ça qui est assez étrange. T'as d'un côté la banalisation, mais bizarre, tu vois, où mais il est fou celui-là, etc. Et d'un autre côté, la diabolisation. Parce que si tu dis vraiment je suis atteint de bipolarité ou je suis maniaco-dépressif, qui est exactement la même chose, avant on donnait le mot maniaco-dépressif, là c'est oh mon Dieu, mais attends, mais c'est horrible, t'as un malade mental, tu vas finir à l'hôpital et tout. Et donc je trouve qu'il y a un peu deux perceptions extrêmes qui empêchent les gens de comprendre vraiment ce que c'est que la bipolarité, quoi. C'est pas, c'est une maladie, c'est grave. C'est un 6e handicap mondial, c'est une des maladies les plus mortelles qui existent, puisque tu as 50%, tu vois, de gens qui sont bipolaires, qui tentent de se suicider, etc. Donc, on est quand même sur quelque chose, tu vois, et tout. Mais c'est pas non plus... je veux dire, t'es pas un fou, t'es pas quelqu'un de colérique, t'es pas quelqu'un de dangereux, et tout, tu vois. Donc, c'est là où il y a un challenge. Réussir à mettre, tu vois, le curseur au milieu, quoi. Toi, il y a déjà eu un moment où tu as failli mettre fin à tes jours ou failli sauter le pas? Ouais, écoute, en fait, pour moi, le sujet de mettre fin à ses jours, de suicider et tout, pendant très longtemps, il a été très, très prenant dans ma vie. Il était là tous les jours pendant plusieurs années, même dans mes hauts. Parce qu'au final, en fait, j'en pouvais plus, tu vois, de pas être bien traitée. Et donc, j'étais fatiguée, tu vois, de ces hauts et de ces bas. Et j'avais une relation à ça comme pas du tout quelque chose de négatif ou de triste. Je le voyais comme la délivrance. La paix. Ouais, c'était vraiment pour moi la solution. Ouais, tu vois, plein de moments. Je rêvais que je me suicidais pour réussir à m'endormir. Et c'était le seul truc qui m'apaisait, tu vois. Parce que je me disais, ça y est, je vais pouvoir en finir avec cette souffrance. Mais moi, j'ai eu quelque chose, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours vivante. C'est que j'ai un entourage très fort. Et de gens qui m'aiment énormément et dont je suis restée proche. Et en fait, je me suis battue, tu vois, pendant des jours, des années pour pas me faire de mal pour eux. Donc, le soir, même si, tu vois, il y avait des moments où j'étais là en mode, bon, je vais en finir. Le soir, je m'attachais les mains. Je me disais, bon, demain, ça risque d'être pire. Mais, tu vois, genre, rappelle-toi, tu vois. Genre, tu peux pas te faire de mal. Et en fait, je le faisais que pour eux, parce que tu peux pas le faire pour toi. Pour toi, c'est ce dont tu rêves. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très difficile à appréhender pour des personnes qui n'ont jamais vécu ça. C'est d'appréhender ce côté, en fait, on a envie d'en finir et que pour nous, c'est même pas triste, c'est que c'est un peu, moi, j'en rêvais, quoi.
Et donc voilà, donc j'ai de la chance, tu vois, de jamais vraiment me faire de mal, de toujours avoir réagi au dernier moment et de m'être empêché, tu vois, de déconner ou avec les médocs, etc. Et ça a été par les proches et le fait qu'ils soient là. C'est pour ça qu'on dit souvent, si t'es face à quelqu'un qui a des envies suicidaires, qui est dépressif et tout, juste le fait que tu sois là, même si tu fais rien, ça changera tout. Parce qu'en fait, la personne se dira, putain, je peux pas lui faire ça, quoi. C'est quand même, tu sais que si tu fais ça, tu vas lui niquer quand même une petite partie de sa vie, quoi. Parce qu'en plus, tu sais que la personne après va s'en vouloir et tout, quoi. Et parce que quand t'as ces moments-là où tu veux mettre fin à tes jours, tu dis, tu t'attaches les mains, t'aurais pu aller dans un hôpital psychiatrique pour ça. Ouais, carrément. Est-ce que t'as déjà eu cette option-là qui s'est mise plein de fois. devant toi? Ouais. Et Donc, t'as pas voulu. Ouais. Alors en fait, je pense que j'aurais pu mieux vivre des dépressions en allant à l'hôpital psychiatrique. En tout cas, aujourd'hui, quand je discute avec des personnes, et il y a des hôpitaux, des cliniques qui sont vraiment super et qui permettent vraiment d'aller mieux. Et je pense que je me suis fait un peu mal parfois, tu vois, sans y aller. Après, malheureusement, il y a aussi des lieux qui empirent. Alors, tu vois, tu peux jamais savoir. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, j'ai réussi à aller chez ma mère, que ma mère soit extrêmement là pour moi, donc elle m'apporte à manger tout le temps, que je sois très entourée. Et donc, à chaque fois, mon psychiatre me disait, écoute, si t'es autant entourée, limite, tu vois, va pas à l'hôpital. Mais en tout cas, je trouve que c'est aujourd'hui, en ayant discuté, tu vois, avec beaucoup de gens qui ont vécu ça et tout, il y en a pour beaucoup, ça leur a énormément apporté d'y aller. Et parfois, je me dis putain, peut-être que tu vois, ça aurait pu m'aider, tu vois. Non, peut-être ça m'aurait aidé, tu vois, à diagnostiquer plus tôt ma bipolarité. Ouais. Parce que du coup, moi, je suis restée bloquée avec un même psychiatre pendant 7 ans. Si j'avais un choix. J'arrivais pas, j'avais l'impression que genre c'était comme si je le trompais, tu vois. Ah ouais. Genre, mais je te promets, mais tu sais que c'est grave un problème, hein. J'ai beaucoup de gens, ils osent pas aller voir d'autres professionnels parce que ouais, moi je me sentais trop mal, parce que j'étais en mode attends, le gars, ça fait 7 ans, il est là toutes les semaines pour moi. Quand je suis au bout de ma vie, il me répond et tout. Et là, moi, je suis grosse bâtarde. Tu sais, genre, je vais voir quelqu'un d'autre. Et vraiment, moi, je le voyais comme ça. Et c'est ultra dommage parce que, tu vois, par exemple, la bipolarité, les gens qui sont diagnostiqués et tout, ils sont allés voir entre 3 et 5 experts pour pouvoir être bien diagnostiqués. Donc, en fait, il faut aller voir plein d'experts différents, c'est ultra important, et rester avec un seul voilà est pas bon. Mais donc tu vois, ça par exemple, si j'étais allée à l'hôpital, je pense que j'aurais pu être diagnostiquée plus rapidement. Mais après, il y avait aussi le truc, tu vois, ma mère, je lui disais hôpital, mais elle est au bout de sa vie, elle était en mode, mais non, reste là, on va s'occuper de toi, tu vas pas à l'hôpital. Puis moi, dans ma tête, j'adore Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, moi, je pense à ça. Et tu sais, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, le mec, en fait, il va à l'hôpital psychiatrique, il est pas malade, mais en fait, le fait d'être resté avec des malades, il devient malade. Ah ouais. Et moi, j'ai gardé ce truc dans cette tête, tu vois. Du coup, j'avais un peu cette perception-là, et ce qui n'est pas vrai, parce que j'ai parlé avec plein de gens, ils sont allés à l'hôpital et où en fait juste ça leur permet de souffler, quoi. Ouais. Mais alors du coup 7 ans d'errance médicale, tu disais comme quoi donc t'allais voir donc ton fameux psychiatre et qu'au début tu parlais que de tes bas. Ouais. Et donc c'était compliqué, et après donc tu me disais aussi que donc il y a tes amis qui ne te supportaient plus dans tes hauts. Est-ce que tu veux raconter un peu ça? Oui. Bon, alors, me supportait plus. Bon, ouais, c'est peut-être un grand mot. Mais... Ouais, bon, en vrai, je leur tapais sur le système quand même. Ouais, en effet. Donc moi, tes hauts, moi mes hauts, c'était juste la meilleure version de moi-même. J'étais là en mode, mais toute la vie, je veux être comme ça. J'avais besoin de dormir 4 heures. Je pouvais faire le boulot de 4 personnes. Tous les gens au boulot étaient là en mode, c'est la génie. J'avais peur de rien. Donc tu vois. Donc moi, à ces moments-là, j'annulais mes rendez-vous chez le psychiatre. Et puis je lui disais que tout allait bien. Et du coup, il me voyait que dans les moments où je tombais. Et en fait, ce qui est un peu spécifique, c'est que quand t'es en up, vu que t'as pas peur des risques, etc., tu vas te mettre dans des situations. T'as un exemple ? Complètement rocambolesques. Par exemple, tu vois, moi, c'était dans le milieu du boulot.
j'allais du coup m'engager sur vas-y, je vais monter ça, puis ça, puis ça pour la boîte. Et puis, croyez en moi, la boîte, elle va exploser. Donc, on va embaucher 10 personnes. Et puis, alors, les gens, ils sont là en mode, mais cette meuf est incroyable. Parce qu'en plus, j'étais pas bête. Tu vois, à ce moment-là, j'ai une hyperactivité cérébrale. Donc, les gens se disent, mais génial, là. On a une meuf, mais elle va... Donc, du coup, je me mets dans des situations où, à un moment, bah, ça va casser. Parce que si moi, ça suit pas, ou si tous les gens qui sont avec moi, ça suit pas, bah, ça va casser. Et à ces moments-là, du coup, bah, la boîte va pas bien. Et donc, moi, je vais tomber en dépression et tout. Mais moi, quand je vais appeler mon psychiatre, je vais lui expliquer la situation. Bah, d'une certaine manière, la situation pourrait justifier d'une dépression. Tu vois? Genre, ça va plus avec mes boss, la boîte croule, j'ai du boulot parce qu'en fait, avant, j'arrivais à le gérer, mais maintenant, j'y arrive plus. Donc, je croule sous le boulot. Mes boss m'en veulent, me font du harcèlement. Enfin, tu vois. Et en fait, il y a tellement tout un contexte qui pourrait justifier de la dépression que du coup, tu vois, tu te dis pas ah mais c'est peut-être une maladie et tout. Et en fait, dans mes ups, je me mets dans des situations complètement pourries parce que justement, tu vois, j'ai beaucoup trop de positivité. Et c'est, par exemple, tu vois, t'as des gens, ils vont en up, aller dépenser tout leur argent au casino, ou je sais pas, avoir des relations sexuelles pas protégées, se foutre dans la merde, ou acheter une maison sur une île. J'ai eu plein d'histoires comme ça, genre d'enfants qui me disaient mon père, putain, un jour il a acheté une maison sur une île et tout. Et ces choses-là, du coup, ils se foutent dans la merde. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut réussir à comprendre que tu tombes pas en dépression parce que la situation est merdique. Tu tombes en dépression parce que tu étais en up et que tu as dégommé toute ton énergie. Parce qu'en fait, tu as utilisé tous tes points de vie. Moi, je m'imagine comme un Sims. Tu as utilisé toutes tes barres, là. T'as plus rien. Et en plus, tu as fait n'importe quoi. Donc, ton estime de toi est pourrie, quoi. Et dans le refo, tu disais comme quoi donc, ces périodes-là, elles durent pas quelques minutes. Ouais. Elles durent combien de temps? Elle dure plusieurs mois. Plusieurs mois. Ok. Et moi, je faisais une crise par an. Donc, ça veut dire 4 à 8 mois de up, 2 mois de dépression très forte, et après 4 à 6 mois d'essayer de se remettre de la dépression. Donc, tes phases de up étaient plus longues que les phases de down pour toi? Quand je te dis 2 mois de dépression très profonde, c'est 2 mois où t'es hardcore, et où tu dois te battre pour pas te tuer. Et après, les mois d'après, t'es pas bien, mais tu t'essayes de te remettre, quoi. Ouais. Tu vois. Mais vu que t'as sérieusement, tu vois, abîmé ton corps et ton cerveau avec tu vois, c'est comme pour de l'électricité, quoi. Il y a hypertension et du coup, après, ça met quand même un certain temps à ce que tu reviennes à la normale, tu vois. Et voilà. Et en plus, moi, le fait de revenir à la normale était quand même assez accentué par le fait que on me diagnostiquait à tort en dépressive, et donc on me donnait des antidépresseurs. Et moi, en fait, c'était incroyable. Les antidépresseurs, ils marchaient très vite. Ils étaient là en mode, mais c'est incroyable, vraiment. C'est normal, je suis bipolaire. Donc en fait, ça me mettait direct en up. Ok. Alors du coup, si on reprend bien, donc à 23 ans, t'as donc le voyage en Équateur, ensuite pendant 7 ans d'errance médicale, et donc à tes 30 ans, c'est là où tu perds ton papa. Oui. Comment ça se passe du coup à ce moment-là? C'est-à-dire que tu l'apprends comment, l'environnement, etc. Ouais. Alors, je me souviens, donc j'étais associée dans une agence marketing, je bossais pas mal. J'ai essayé de trouver ma stabilité, tu vois, dans ce monde d'entrepreneuriat, de Shark, etc. Et donc, c'était un dimanche soir, je m'étais motivée à aller dans une salle d'escalade toute seule et tout, j'étais trop fière. Et je sors de la salle d'escalade et là, je vois que j'ai plein d'appels. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai ma sœur au téléphone et ma sœur, elle me fait, mais tu fais quoi? Et moi, trop fière, je sors d'une salle d'escalade, je suis allée toute seule, etc. Et ma sœur me dit, Léa, il y a papa qui est tombé. Et là, je me souviens, c'était horrible parce que j'ai crié, tu sais, comme dans les films. T'imagines, genre, j'ai crié, genre, ah! Et mon monde s'est écroulé en 2 secondes, quoi. T'apprends, tu sais, tu t'y attends pas et tout. Et j'ai marché et puis j'ai retrouvé ma mère qui était avec le corps de mon père mort. J'ai vu mon père mort direct. Ça a été, tu vois, quelque chose de très choquant, quoi. Et la suite, comme je vous l'ai dit, en 1 mois, je perds mon boulot, je perds mon appart, je perds tout. Et c'est très dur. Mais à ce moment-là, je suis accompagnée par une coach
que j'avais pris en fait au départ pour m'aider dans mon boulot entrepreneurial et au final qui m'a aidé pour réfléchir à une reconversion professionnelle. Et en fait, ça a été assez long de réussir à trouver. Et en fait, on a réussi à trouver la dernière session en se basant sur 2 questions. Une question qui était qu'est-ce que t'aimais faire quand t'étais petite et qu'il n'y avait pas le regard des autres qui comptait. C'est-à-dire pas le fait que les gens me disent bah, t'as des super notes, vas-y, tu peux aller en master finance, etc. Et ça, moi, c'était écrire. Et quand j'étais petite, je voulais devenir journaliste. Et ensuite, la deuxième question, c'était qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien? Genre, quand tu tombes en dépression et que tu perds ton boulot, que tu perds tout, qu'est-ce que tu fais pour essayer de remonter? Et ça, en fait, à chaque fois, du coup, je partais seule dans la montagne, marcher, faire des ascensions, ou alors je faisais des tours de pays toute seule en m'invitant chez les gens. Et donc, sur la base de ces 2 choses-là, je me suis dit, bon, bah, je vais me créer mon propre métier, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais faire des aventures et puis je vais écrire dessus. T'es retourné en Côte d'Ivoire aussi, du coup, à ce moment-là, ou pas du tout? Ouais. Et- À ce moment-là, ouais, je suis revenue en Côte d'Ivoire. J'avais besoin aussi, je pense, de faire la paix avec mon premier projet, ma première grosse dépression. Voilà. Ok, trop bien. Et alors, du coup, à la suite de ça, tu disais comme quoi tu avais écrit donc, une nouvelle page blanche. Ouais. Comment ça s'est un peu découlé? Parce que finalement, entre-temps, tu as eu aussi t'avais un ancien traitement. Après, tu as eu un nouveau traitement dans lequel on va peut-être en parler après vis-à-vis de l'alpinisme. Ouais. Du coup, comment un peu s'est déroulé vraiment concrètement du coup, cette nouvelle page? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer en tant qu'exploratrice, sur LinkedIn notamment, Ouais. etc. Ouais. Bah, donc, du coup, comme je voulais dire, en fait, je me dis, j'ai envie d'écrire, peut-être d'être journaliste, mais bon, il est peut-être un peu tard, tu vois. Et j'ai envie de faire des aventures, voilà. Et en fait, c'est marrant, mais à ce moment-là, donc c'était vraiment il y a 2 ans, je vais sur LinkedIn et je me souviens, je crois que je tape en mode reporter, j'ai des trucs. Et là, sur la page d'accueil, je vois un post qui buzz de fou. Et c'est un post de Ulysse Lubin. Et je le connaissais pas. Et je me souviens, en plus, à ce moment-là, j'étais pas traitée bien pour ma bipolarité et tout. Je me souviens, je suis en énorme up. Et genre, je lui envoie un énorme message en mode, on va devenir meilleure amie, etc. Tu sais, genre vraiment, genre, j'avais même fait un montage, genre d'une photo de moi, d'une photo de lui. Genre vraiment, mais la folle. Tu vois, genre vraiment la meuf en up, mais vénère, tu Avec vois. les petits cœurs sur la photo. Ouais. Et un message comme ça. Nous sommes exactement pareils. Tu es allé survivre en Amazonie, je suis allée en Équateur. J'ai fait ça, nana. Et le mec, trop drôle, m'a juste répondu, je n'ai pas bien compris. Peux-tu réexpliquer? Et là, moi, toujours en up. Ok, énorme message. Et là, il répond, je n'ai toujours pas compris. Tu vois? C'est très drôle. Et après ça, du coup, j'ai essayé de me restructurer et tout. Et je lui ai posé plein de questions auxquelles il m'a répondu. Et il m'a dit, à ce moment-là, il était en train de finaliser sa formation pour écrire sur LinkedIn. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, prends-la et voilà quoi, lance-toi. Et c'est comme ça. Et il m'a donné un super conseil à ce moment-là. Il m'a dit, lance-toi, mais donne-toi 1 an sans chercher à gagner de l'argent avec ça. Et tiens 1 an, et dans 1 an, tu verras. Ok, incroyable. Et ça a été le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, parce que du coup, j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent autrement, et qui me permettait quand même de pouvoir voyager, faire mes aventures. Donc du coup, je me suis mise en directrice financière en freelance pour des startups, qui me permettait, du coup, mon temps est fortement valorisé et en même temps, je peux le faire de n'importe où, en plus en asynchrone parce que c'est du boulot que tu fais sur ton ordi à n'importe quel moment. Donc, j'ai mis ça en place qui m'a permis, hop là, de pouvoir avoir de l'argent tous les mois. Et je suis partie dans l'Himalaya et j'ai commencé en octobre 2024. Et je me suis donné 1 an. Et 1 an après, donc octobre dernier, je me suis posée et là, j'avais eu des invitations à TEDx, j'avais des premières demandes pour des conférences. Donc au final, tu vois, ce truc de fais 1 an
par contre, tu le fais à fond. Hein. Moi, sur un an, sur 365 jours, j'ai dû faire 220 posts, tu vois. Donc, vraiment à fond. Il y a des posts quali, c'est pas des petits posts. Ouais, ça me prend vraiment du temps. Chaque post me prend du temps, quoi. Et voilà. Et c'est ça qui, du coup, m'a permis de me construire un peu un nouveau métier, quoi. Et du coup, non, ouais, c'est Ulysse Lubin, Mathilde Cosset aussi, qui t'a beaucoup aidé à bien écrire sur LinkedIn. Ouais, Mathilde Cosset, elle m'a aidé. Du coup, en fait, j'ai commencé à écrire, donc en octobre 2024, et j'ai commencé à raconter mon expérience en Équateur. Donc, en fait, j'ai voulu raconter un truc vieux. Et vraiment, mais je faisais mais c'était, j'avais quoi, 4 likes, 5 likes et tout. Et bon, moi, je suis quand même, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, quoi. J'ai toujours été quand même première de classe et tout, donc je le vivais très, très mal. Mais genre vraiment très mal. Et du coup, j'ai envoyé un message à Ulysse, je lui ai dit, OK, j'ai besoin d'un coaching là, moi, j'ai besoin d'être au top niveau. Et lui, il en faisait pas, et il m'a donné le contact de Mathilde Cosset, qui, du coup, m'a aidé, qui m'a expliqué, elle me faisait des corrections de poste, et en même temps, elle m'expliquait tout. Et ça, c'était génial, parce que du coup, ça m'a permis de m'améliorer directement et puis et directement, tu vois, dès que j'ai commencé avec elle, bim, mes posts ils faisaient tous plus de 200 likes et donc ça a direct, tu vois, commencé à marcher. J'ai été invitée sur des radios et tout et donc voilà. Sous les apparences, le meilleur podcast de France. C'est ça qu'on veut. Non, incroyable. Et du coup, donc à la suite de ça, en fait, tu as commencé à faire du coup tes premières aventures. Ouais. Mais alors, comment tu t'organisais un peu quand même? Parce que tu réécris une nouvelle page, comme tu le disais très bien, tu te lances sur LinkedIn, etc. Tu dois aussi, pour documenter, faire beaucoup de voyages, te créer plein d'expériences, je me doute, pour que ce soit concret et authentique. Ouais. Et en plus de ça, du coup, tu étais directrice financière en freelance. Ouais. Comment tu t'organises un peu dans ces moments-là? C'était pas un peu trop galère entre les voyages, etc.? Ouais, écoute, franchement, je pense que il y a un truc. Quand tu es sur le bon chemin, quand tu fais les choses qui sont les plus importantes pour toi et que c'est aligné avec toi, toutes les galères, t'en as un peu rien à foutre, tu vois. Donc, bien sûr, enfin, je veux dire, il y avait quand même des moments lunaires. Genre, j'étais avec les dirigeants d'une boîte que je conseillais, on parlait de millions d'euros et tout, et derrière, t'avais des moines bouddhistes qui passaient, tu vois. Genre, et c'était là en mode, mais c'est quoi cette directrice financière? Et en même temps, les moines avec qui je parlais et avec qui j'essayais de mieux comprendre le bouddhisme, ils me voyaient en train de parler de millions d'euros, ils étaient là, mais c'est quoi cette meuf, tu vois? Genre, ce matin, elle était avec nous en train de méditer, on essaye de lui dire qu'il faut plus penser à tout, pas être matérialiste, et après, la meuf, elle allait chercher les chiffres et tout. Donc il y avait un côté quand même assez paranoïaque, mais je l'acceptais très bien. Je pense que voilà, la vie, tu vois, elle est faite d'arbitrage, et quand tu sais que c'est pour des choses qui te tiennent à cœur, t'acceptes. Puis moi, ce qui m'importait, c'était la liberté. C'était le fait de pouvoir voyager, de pouvoir aller faire mes aventures, et en même temps, tu vois, j'allais faire, je sais pas, j'allais 2 semaines faire quelque chose, et puis après, hop, 1 semaine, je bossais à fond, tu vois. Okay. Et puis je m'organisais comme ça. Et au final, ça me convenait bien. Et puis l'écriture sur LinkedIn a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté, surtout parce que en fait, quand j'écrivais, donc j'ai commencé à écrire en octobre, et en fin janvier, je rencontre ma nouvelle psychiatre qui, elle, me diagnostique bipolaire. Donc ça y est, c'est sûr, etc. Et on commence à trouver des nouveaux traitements. Et en fait, je pense que ça a été ma thérapie à moi, tu vois, d'écrire, parce que du coup, j'écrivais tous les 2 jours à ce moment-là. Et donc, j'ai raconté voilà, comment tout ça se passait, la découverte de la maladie, le fait que voilà, j'ai fait direct un post en mode je suis bipolaire et j'ai pas peur de me cacher, et tout ça, ça a été des choses qui m'ont tellement apporté au-delà, tu vois, du côté professionnel. Je pense que ça a tellement aidé. Et c'est quoi la différence pour toi, du coup, entre... Tu disais que l'entrepreneuriat classique ne te convenait pas vraiment, et que du coup, tu avais créé ton propre modèle d'entrepreneuse. C'est quoi, finalement, la différence que tu fais entre les deux? Au-delà, bien évidemment, peut-être de la liberté géographique, mais... Ouais. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai besoin de... Déjà, je peux pas avoir des horaires fixes, parce que même si j'ai mis en place plein de choses pour me stabiliser, j'ai quand même des variations, même d'énergie.
Et donc, si un jour ça va pas trop et tout, il faut que je puisse aller me balader dans la nature, écouter, tu vois, mon cycle. Alors qu'il va y avoir des jours, je vais me réveiller, je vais être là, putain, là, c'est bulldozer, bon, bah, tant mieux. Tu vois, vas-y, je fais plein de boulot. Donc, déjà, tu vois, les horaires fixes et tout ne sont pas du tout faits pour moi. Et vraiment, je sais que c'est très mauvais. Et les routines aussi? Les routines, écoute, je t'aurais dit avant, c'est pas fait pour moi. Et maintenant, depuis 6 mois, j'en mets en place et c'est en train de changer ma vie. Donc, les routines, oui. Les horaires fixes des routines, non. Ok, grave Parce intéressant. que vu que bah, justement je dois faire attention quand même à ma ration d'énergie, bah, si je sens qu'il faut que je dorme plus, il faut que je dorme plus, etc. Donc du coup des horaires fixes ça va pas marcher. Par contre aujourd'hui je médite 30 minutes tous les jours, il y a pas un jour où je ne médite pas. Parce que là, je sais pas, après qu'on ait fait ça, je vais aller me balader, je vais regarder sur un parc, puis je vais aller le faire, tu vois. Bah, si tu veux, il nous reste 20 minutes, on peut méditer pendant 20 minutes. 20 minutes. Let's go, ça part. Donc il y a ça. Et ensuite, dans l'entrepreneuriat, en fait, avant, j'étais sur un projet. Et donc, en fait, ma maladie, ça matchait pas parce qu'en fait, je me mettais beaucoup trop corps et âme. Et donc, du coup, je partais directement dans des ups. Alors que maintenant, aujourd'hui, eh ben, j'ai plein de choses différentes. Et du coup, ça me permet dès que je vois que, oh là, je commence à trop partir sur un truc, hop là, je passe à un autre sujet. Et donc, tu vois, c'est un autre modèle, moins d'entrepreneuriat, plus, voilà, peut-être de solopreneur, tu vois. Par exemple, je peux pas avoir des équipes. En tout cas, aujourd'hui, je préfère pas parce que je me connais. Je me suis vue en tant que manageuse. Et putain, les gars, avoir une manageuse bipolaire, c'est corsé, hein. Faut être solide. Bah, t'as un jour, elle va arriver, on va faire ça, da. Venez, on change complètement le modèle de la réunion, etc. Et puis après, la meuf, elle arrive, tu vois, 2 semaines après. Bon, là, les chiffres, ça va vraiment pas. Et puis, tu vois. Donc, en fait, à gérer toute seule, ça va, ça gère, mais avec des équipes, devoir être tout le temps. Enfin, alors, moi, j'ai rencontré plein de gens qui arrivent, mais ils ont fait un travail sur eux de fou, tu vois. Et je pense que c'est intéressant aussi pour toi même, parce que tu t'entoures même beaucoup dans tes projets, notamment le documentaire que tu as fait Oui, sur... par contre, je bosse avec des prestataires Ouais, que je trouve talentueux. Et des amis aussi, du coup, Ouais, qui sont des devenus amis. tes amis. Donc là, Ouais. je pense à Victor Igonec, etc. Ouais, exactement. Et bah, notamment, ça s'est passé un peu comment dans la construction du documentaire, justement Bah ça c'est très différent parce que du coup en effet je m'entoure du coup de personnes, souvent d'amis et de personnes surtout que voilà je trouve vraiment super dans ce qu'ils font. Et là c'est différent parce que je suis tu vois ce qu'ils doivent faire, donc il y a pas le truc de c'est moi qui dois donner. Tu vois, une T'es pas vraiment un direction, leader. de l'énergie, non, ouais. Et donc ça du coup ça me permet que ça se passe super bien, tu vois. Ok. Donc et pareil, tu vois, par exemple, je suis directrice financière de boîte, donc j'ai arrêté avec tous mes clients sauf un. Et en fait, ça se passe super bien parce que pareil, genre je viens en extérieur, j'apporte plein de choses, j'apporte sur la stratégie et tout, mais j'y passe pas toutes mes journées. Donc du coup, je peux choisir à ce moment-là, ça y est, je me sens bien, je fais mon boulot, on s'appelle, on fait un call avec le client et tu vois, ça se gère bien. Donc c'est une question d'écoute et d'écoute de ses cycles, mais la vérité, je pense qu'il n'y a pas que les bipolaires qui ont ça. Et La vérité. tu dirais que tu fais tout ça pourquoi? L'entrepreneuriat, ce mode de vie, Les projets. qu'est-ce qui te drive? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Ouais. Alors, je pense pendant un moment, il y a vraiment eu ce truc de je me lève pour la liberté de pouvoir aller explorer et comprendre beaucoup plus de choses. Là, depuis quelques mois, je me lève pour une mission quand même qui me dépasse. On va dire que les débuts du coup des écritures de mes aventures et de tout ce que je partageais, au final, je racontais comment je vivais les choses, comment j'explorais, et puis je partageais ce que j'apprenais, tu vois. Et maintenant, je suis arrivée à une autre étape. J'ai mon témoignage, etc. C'est bien. Mais j'ai plutôt envie d'œuvrer pour quelque chose de plus grand, qui est du coup la cause des maladies mentales.
et utiliser du coup mon témoignage parce que j'ai réussi à m'en sortir, que j'apporte beaucoup d'espoir et tout, pour derrière venir aller aider beaucoup plus de gens. Et c'est la raison pour laquelle maintenant je suis plus en mode je fais une aventure waouh incroyable et je vous le raconte, mais en fait je choisis un défi et j'associe ce défi à une association, une cause et une collecte de dons pour cet asso-là. Et par exemple, mon prochain projet, c'est sur la bipolarité. J'ai choisi une asso où je trouve que c'est l'asso qui apporte le plus à la cause bipolaire, dans laquelle cette asso, je suis bénévole, je suis engagée. C'est quoi son nom? Upstage. Ok, trop bien. Et j'associe mon défi, du coup, à ça. Et du coup, à une collecte de dons pour cette asso. Et donc, aujourd'hui, voilà, je me lève tous les matins pour cette cause. Et cette volonté, voilà, d'aller apporter à ça parce que je trouve que c'est génial, je trouve que ça me dépasse, je trouve que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps et qui est pas dépendant de moi, voilà quoi. Et au moment où justement cet épisode sortira, justement ce gros projet dont tu parles sera vers la fin, etc. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que tu nous as parlé un peu en off, mais je trouve ça incroyable. Ouais, c'est trop bien. Donc tease-nous ton... Vas-y. Donc en gros, le sujet sur la bipolarité, c'est que comme je vous l'ai dit, maladie très mortelle, donc on parle quand même genre vraiment de vie. On parle de 10 ans en moyenne de diagnostic. Parce que en fait, pourquoi il y a autant de temps de diagnostic, c'est parce que comme je vous l'ai dit, tu sais pas ce que t'as, donc tu racontes pas à ton psychiatre, et les gens autour de toi ne connaissent pas la maladie, donc ne sont pas capables de voir. Donc pour moi, le premier sujet, il est de réussir à sensibiliser. Donc en fait, je lance un grand projet qui a pour but de sensibiliser 10 millions de Français à la bipolarité. Derrière, d'informer sur ce que c'est que la bipolarité 100 000 Français et à la fin, former les malades à la bipolarité. Et ça, c'est former 1000 Français sur un an. Pourquoi ? Parce que moi, aujourd'hui, je suis formée à ma maladie et du coup, j'ai pu mettre en place des plans d'action pour réussir à faire face à mes instabilités. Je sais quoi faire dès que je sens que je vais vers les hauts, je sais quoi faire dès que je vais vers les bas, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et donc, du coup, premier point, sensibiliser 10 millions de Français. Je vais faire le tour de France d'une bipolaire où pendant 10 jours, je vais faire tout le tour en m'invitant dans les voitures et dans les maisons et avec comme première phrase, je suis bipolaire, tu m'invites. Ou je suis malade mentale, tu m'invites. Je vais tester les deux. Je pense qu'il y en a un, je vais plus me prendre des noms. Et du coup, le but, voilà, c'est je suis filmée. Tous les jours, on va sortir des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Le but, c'est de faire d'un truc divertissant qui fait rire tout le monde et qui permet, voilà, de toucher tout le monde, d'utiliser ça pour pouvoir derrière aller sensibiliser à une maladie que les gens connaissent peu. Voilà. Trop bien. C'est tellement stylé. Ouais, ça va être trop bien. Bah, c'est incroyable. Franchement, il y a quelqu'un qui te suit du coup, qui te filme, ou toi tu te filmes? Ouais, alors je me filme et j'ai 2 personnes qui me suivent, qui pendant filment. tout le tour de. Ouais, parce que eux, ils vont faire un documentaire pour que la deuxième étape où je vous disais informer 100 000 Français, c'est qu'après je vais faire le tour de France pour projeter mon documentaire dans des grandes salles. Et du coup, expliquer ce que c'est que la bipolarité. Et aussi derrière, si tu vois que tu commences à être bipolaire, il y a des formations, etc., dont celle d'Upstage, dans laquelle, du coup, je collecte de l'argent pour qu'on puisse l'améliorer et qu'on puisse accueillir un maximum de personnes sur l'année pour les former. Trop bien. C'est tellement génial. Ça va être génial. Ouais, je trouve ça va être génial. Et en fait, c'est trop bien parce que je pense que, tu vois, à ces sujets-là, qui d'autant plus, à chaque fois, font un peu déprimer tout le monde, sont graves, etc. Parce que, tu vois, Nicolas Demorand, il est venu donc pour parler de la bipolarité. Donc, voilà, c'est un chroniqueur de France Inter. Il a sorti un livre. Mais putain, sur chacune de ces interventions, c'est déprimant au possible. Genre, il parle de à quel point, genre, il douille, tu vois. Et donc, il y a un côté quand même qui est assez badant, quoi. Donc, quand tu vois le truc de Nicolas Demorand, tu te dis, ok, c'est génial, mais bon, j'ai pas envie d'être bipolaire quand même, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est du coup aller apporter ce truc un peu qui casse, tu vois. De fraîcheur, de renouveau. Ouais, la meuf, elle est trop marrante, c'est trop cool ce qu'elle fait, et elle est bipolaire. Bon, vas-y, moi, en vrai... je suis bipolaire et je l'assume, tu vois. Et c'est ça, moi, les messages que je préfère et que je reçois, c'est les gens qui sont là en mode, maintenant, j'ai plus peur d'assumer que je suis bipolaire parce qu'en fait, j'ai enlevé cette image de c'est affreux, c'est honteux. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui minimisent
la bipolarité. Énormément, ouais. De par aussi cette communication qui a énormément d'avantages parce que ça la rend hyper accessible, mais il y a peut-être certains qui se rendent pas compte après derrière en fait que derrière cette communication qui est un peu fun, c'est quand même ça reste une maladie et c'est un peu tu veux compliqué. dire par rapport à moi ce que j'ai écrit qu'il a non, t'as pas ressenti ça? Ouais. Après, tu sais, moi, quand même, j'écris, je fais gaffe. J'écris quand même pas le post hard, hein, où je rappelle l'aspect genre difficile et tout. T'arrives à trouver un équilibre entre les deux. Ouais. Après, c'est pas facile, surtout quand tu vas mieux, comme moi. C'est très difficile de retourner dans les moments d'âme. Ça me remet dedans et tout. Mais non, je pense que c'est ce que j'essaye au mieux de faire, c'est donner des exemples pour que je puisse en parler sans être en dépression, mais dire ok, dans les moments d'âne, voilà comment tu te sens. Tu peux plus sortir de ton lit, tu peux plus truc et ça, juste pour que les gens quand même comprennent la gravité. Je pense que c'est ça qui est important. Après, ouais, minimiser. Je pense que de toute manière, c'est mieux d'en parler. Et puis après, bon, s'il y en a qui veulent minimiser, ils minimisent, tu vois. Puis là, t'as aucun pouvoir d'action là-dessus. Oui, voilà. Ouais. Je pense déjà, le fait d'en parler et que les gens, tu vois, aient lu dessus, etc., et que les mythes, ils puissent dire à l'autre ah, mais oui, j'ai vu sur ça, c'est ça, et que l'autre, du coup, dise bah non, c'est pas ça, bah au moins, il y aurait eu un échange. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échange, tu vois. Et alors, du coup, ça, c'est ton futur gros projet, incroyable. Ouais. Et j'ai envie de te proposer un petit jeu. Oui. Qui va être, j'aimerais bien que tu recites un peu toutes les grosses expériences que tu as pu faire, donc du style 1 euro à traverser l'Europe, que tu redises finalement en quoi ça consistait, assez brièvement finalement, et qu'est-ce que chaque aventure t'a apporté, toi, personnellement. Oh, ouais, trop bien. Alors, du coup, on n'a qu'à reprendre traverser de l'Europe avec 1 euro. Ça, donc moi, ce que j'ai fait, je suis partie de Paris. Le but, c'était d'aller jusqu'à Bucarest et puis après même Istanbul et d'y aller donc avec 1 euro en poche. Bon, là, l'euro est symbolique. Le but, c'est de rien dépenser et de s'inviter chez les gens, etc. J'étais persuadée avant ça que les gens étaient profondément bons. Et voilà, moi, je vois le monde comme ça. Je le vois pas du tout autrement. Et pour le coup, du coup, je me suis mis à un truc très ambitieux. Et tout le monde me disait, mais là, tu vois, jamais y arriver là, faut pas déconner. Surtout en plus dans des pays, tu vois, qui sont pas français. Et donc, ça a confirmé pour moi que les gens sont bons et que c'est une énorme qualité d'être audacieux et d'être sans gêne. Parce que moi, depuis que je suis petite, on a pu beaucoup me reprocher d'être sans gêne. Tu vois, parce que je tutoie les gens. Tu vois, je me sens direct très proche des gens et tout. Et là, pour le coup, tu vois, ça montre que, en fait, ça amène à de la connexion humaine et c'est génial, en fait. Donc, soyez sans gêne. Grosse sans force. être irrespectueux, mais soyez sans gêne, tu vois. Okay, trop bien. Ensuite, on a quoi ? On a apnée. Ouais, 40 mètres. Plonger en apnée, 40 mètres. Alors ça, c'est ce que ça m'a appris. C'est que à partir du moment où tu ne regardes plus ce que font les autres. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai testé et j'étais en groupe. Et en fait, ça s'est très mal passé. Parce qu'en fait, je me comparais aux autres. Et du coup, je stressais. Et dès que j'allais sous l'eau, j'étais là en mode, vas-y, il faut que tu y arrives, il faut que tu fasses comme eux et tout. Et ça a été catastrophique. Vraiment, genre, je le vivais super mal. Et après, du coup, je l'ai fait avec un coach, en plus un mec vice-champion du monde d'apnée, donc ça va, quoi. Et le mec, vraiment, il m'a dit, tu fais tout l'inverse. Tu sais, genre, faut que tu sois à ton écoute, faut que tu te sentes super bien, faut que tu mettes vraiment en pleine conscience, faut que tu sois comme si t'étais vraiment genre dans un petit coussin et tout. Et il dit, faut jamais que tu pousses. Genre, si tu sens genre vraiment que ça va pas et tout, remonte et tout, tu vois. Et il m'a vraiment appris complètement l'inverse, du un peu no pain, no gain et tout. Et ça a été incroyable parce que on a fait 4 sessions et qu'en 4 sessions, je suis allée à 40 mètres de profondeur alors que les gens, c'est en 3 mois qui vont à 40 mètres de profondeur. Et j'avais même pas la volonté d'aller à 40 mètres de profondeur. C'est juste, en fait, je me laissais comme ça. J'étais vraiment... et je me laissais genre comme ça. Genre... Et puis, tu sais, je me laissais genre vraiment complètement tomber. Et puis, je remonte. Il me fait, mais putain, mais t'es sérieuse? Tu viens de faire 30 mètres et tout. Je fais, ah ouais et tout. Et voilà. Donc, ça, ouf. Maintenant, tu vois, j'ai vraiment cette perception-là. Te connecter à son corps, ne pas regarder ce que les autres font
et juste se sentir bien. D'où la méditation. D'où la méditation qui m'apporte tellement dans ma vie, alors c'est ouf. 7000 mètres pour vaincre ma bipolarité, enfin je donne le nom de mon docu. Le mont Lénine. Ouais, ascension du mont Lénine. Ça pour le coup incroyable parce que ça m'a démontré que ma maladie, il fallait que je l'accepte, il fallait que je la prenne en compte. Si je la prenais pas en compte, j'étais foutue. Parce que j'avais déjà par le passé fait une ascension sans prendre en compte ma maladie et après j'ai fait une énorme dépression. Donc il fallait que je la prenne en compte, mais par contre elle me définissait pas. Parce que moi on m'avait dit Léa, t'es bipolaire, en gros ta vie il faut que ça soit la vie la plus routinière stable possible, sinon tu vas vivre trop de variations. Et moi j'ai décidé de pas faire ça et j'y suis arrivée justement en écoutant au maximum ma maladie. Et du coup, en étant à l'écoute de mes variations, et j'ai réussi à aller au sommet en me sentant super bien et en aimant ça. Allez voir le documentaire, hein, parce qu'on était là, nous, à la salle, c'était incroyable. C'était génial, vraiment, donc, c'était trop bien. On mettra le lien, bien évidemment. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres choses que j'ai pu faire. Et je pense qu'ils m'ont apporté des clés pour trouver ma stabilité. J'ai passé plusieurs mois avec les moines bouddhistes. Je suis allée au Bhoutan, qui est un des pays considérés où les gens sont les plus heureux. Et c'était intéressant de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'ils mettaient en place dans leur vie. Je suis allée vivre avec des nomades kirghizes. Toutes ces choses-là, je pense, elles m'ont donné des clés, quoi, pour derrière mettre en place une vie plus équilibrée et plus à l'écoute. Excuse-moi, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient justement les plus heureux ? Ah, il y a plein de raisons. Okay. Il y a des raisons, des bonnes raisons et des mauvaises raisons. C'est-à-dire les bonnes raisons, c'est que ils ont tous quand même le bouddhisme, voilà, comme religion nationale. Dans le bouddhisme, t'as le fait de te satisfaire de ce que tu as. Et donc voilà, t'as le fait que ils sont très peu connectés, ils ont très peu internet, etc. Donc ils sont vraiment dans le réel. Et donc, ils ont une connexion aux autres qui est importante. Et puis, ils se comparent pas. Ils se comparent pas, du coup, au fait que, je sais pas, il y a d'autres gens à la télé qui sont plus beaux, qui ont plus de choses, qui sont plus riches, etc. Donc ça, on va dire que, tu vois, c'est les bonnes choses. Et puis, les mauvaises choses, d'une certaine manière, ils sont un peu drogués. Genre, ils ont la douma, c'est comme le coca. Et en fait, ils prennent ça tous les jours et ça te rend plus heureux un peu, tu vois. Donc, tu vois, et ils sont quand même dans une dictature un peu. Où en gros, genre, ils ont pas le droit de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont un roi qui le vénère un peu. Et donc, d'une certaine manière, bien heureux, un peu l'abruti, tu vois. Genre, quand t'as accès qu'à une seule pensée, un seul truc, voilà. Donc, tu vois, il y a des trucs positifs et des trucs positif un peu et plus... négatif, Ouais. Petite dernière question avant le mot de la fin. Là, ce qui revient beaucoup aussi... Ouais, c'est dommage. C'est trop dommage. Il y a beaucoup d'extrêmes, en tout cas dans là, tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'aller à l'extrême pour trouver son équilibre ? Je peux pas te dire non. Parce que moi, c'est un peu spécial. Moi, pour le coup, j'ai besoin en fait d'aller dans l'inconfort. C'est-à-dire que, mais après, je pense que c'est aussi lié à moi. C'est-à-dire que moi, dans l'inconfort, je suis heureuse et je suis bien. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aux gens, c'est aller en dehors de votre zone de confort, mais toujours dans votre zone de kiff. Donc, il faut toujours que ça soit du plaisir et que vous soyez pas dans la souffrance. Donc, moi, je suis profondément contre le fait d'aller dans la souffrance et de se faire mal pour trouver son équilibre. Ça, je suis vraiment contre. En revanche, je suis 100% pour le fait de cultiver l'inconfort, parce que c'est en cultivant l'inconfort que tu te rends compte du confort que tu as et que tu réussis à avoir une vie équilibrée et que tu te rends compte que en fait, c'est génial d'avoir de l'eau chaude parce que tu as du froid, que c'est génial de pouvoir être en ville parce que tu as accès à de la culture, etc. Mais dans la nature, tu as accès à d'autres choses. Et je pense que c'est là où quand même tu trouves ton équilibre, c'est en touchant à pas mal de choses et en sortant de ta zone de confort pour du coup avoir cette vie, tu vois, de balance. Donc je dirais pas extrême, mais l'inconfort, oui. Inconfort et découverte du monde. Ouais, c'est ça.
Trop bien. Et en rajoutant que vos bizarreries sont vos avantages. Compétitif. Let's go. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est un gros point. On n'en a pas parlé, hein, mais voilà, je pense que c'est le gros point. Pour moi, et c'est ce dont je me suis rendu compte, tu vois. J'avais envie d'être parfaite, de rentrer dans toutes les cases et tout. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'est mes aspérités qui font que je suis différente et que je me différencie des autres, tu vois. Donc, qu'importe quelles sont tes aspérités, qu'elles soient moins glorieuses ou pas, je pense que c'est ça il faut aller à fond dessus, au lieu d'essayer de gommer et, tu vois, d'être un peu parfait partout, quoi. Je pense qu'il faut être imparfait. Voilà, si t'as envie, en tout cas, de te démarquer. Après, peut-être t'as pas envie. Non, trop Aller chercher sa zone de génie, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça, aller chercher sa zone de génie. Mais ce qui est bien, c'est il faut ouvrir le truc de zone de génie. Parce qu'au départ, moi, je pensais que les zones de génie, c'était les qualités que tout le monde dit à l'école. Ouais. Donc, t'es là en mode genre, je suis bon dans ça. Non, genre, si ça se trouve, t'adores collectionner, j'en sais rien, des dents ou j'en sais rien, des trucs. Je sais pas, les gars, pourquoi j'ai cette idée-là. Va savoir. Non, mais Imaginons, j'adore collectionner des dents. Bah, vas-y, je fais une chaîne YouTube sur genre tous les différents types de dents et je suis sûre que ma chaîne YouTube elle marche de ouf. Mais parce de que c'est ouf, en vrai, original. Parce que surtout c'est une bizarrerie en soi. Ouais, c'est ça. Donc on est dedans. Tu vois, et il y a un peu ce truc-là, en fait. Et si tu restes bloqué sur qu'est-ce qui est applaudi à l'école, bah, j'avoue, t'es dans la merde, tu vois. Mais si tu regardes tous les trucs que tu kiffes dans la vie, et tu vois, au début, moi, j'étais là en mode, vas-y, c'est trop bizarre quand même que moi, j'adore, genre, m'inviter chez les gens et tout. Qu'est-ce que je vais en faire, tu vois, de ça? Ouais. C'est bizarre, tu vois. Bon, bah, au final, les gens, ils trouvent ça génial. Ouais, Tu de vois. fou. Est-ce que tu aurais un petit mot, Maléa, de la fin que tu aimerais bien dire aux personnes qui nous écoutent? Bah, je pense que les gens qui vous écoutent, c'est des personnes quand même qui sont sensibles au sujet quand même de la santé mentale. Donc, pour moi, c'est continuer de vous y intéresser et d'en parler autour de vous. Ayez le courage, et c'est pas facile, lors de verres avec vos amis, d'oser en parler. Même pour moi, c'est pas facile. Et pour vous donner un petit exemple, là, c'est mon anniversaire. Et j'ai demandé à mes meilleurs potes qu'on fasse une soirée sans alcool, sans rien, et pour parler de santé mentale. Et ce qui est très difficile pour moi de leur imposer ça, parce que je me dis les pauvres et tout. Mais c'est ces moments-là qui changent tout. Parce qu'en fait, on n'en parle pas, personne n'en parle. Et en fait, du coup, ça reste quelque chose d'honteux ou ça reste quelque chose qui reste entre les mains que de quelques personnes. Donc, ça reste un tabou, quoi, au final. C'est ça. Ouais, trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Léa. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci. Et bah, du coup, retrouvez-moi sur Instagram, sur LinkedIn. Je pense qu'on pourra partager le lien de ma campagne. Ouais, Of on va tout mettre. course. Et ton documentaire sur YouTube aussi, enfin ta chaîne YouTube. Ouais, carrément, ma chaîne YouTube. Ouais. Surtout Trop bien. qu'en plus, du coup, il sera sorti le documentaire aussi du Tour de France d'une bipolaire. Donc, Qui va être très drôle, je pense. Ouais. Bah déjà, le documentaire Mon Lénine, bon, incroyable en Excellent, termes juste hein. d'expérience, mais qu'est-ce qu'on a ri aussi devant le documentaire. Ouais, Enfin, mais t'es- ça, par je crois, rapport- les gars, c'était parce que la salle, elle était chauffée. Elle Hein. était en feu. Attends, mais c'était, mais à des moments, c'était très, enfin, la cause est incroyable, tu vois, mais c'était vraiment, c'est parce que c'est Oui. toi aussi, on te connaît, Oui. tu vois, donc on sait que, enfin, bref. Ouais. Merci beaucoup, Léa, c'était Bah, incroyable. merci, les J'espère gars, que t'as c'était trop kiffé. bien. Trop Ouais, cool. j'ai adoré. Et puis, bah, à très vite. À très vite.